Dans la vie, avec tout, faut être créatif. Hier, je suis retombée sur un dialogue que j'avais eu il y a 2 ans avec François. En fait, un dialogue par vidéo interposée. Où en fait, lui, il parlait tout seul dans sa bagnole. Et il m'avait demandé de faire un retour par vidéo sur une vidéo qu'il avait faite. Et donc j'avais fait ça, un retour vidéo. Et dans cet extrait vidéo, je m'exprimais de manière assez complexe pour parler d'un truc très simple, mais que je n'arrivais pas à l'époque à réellement synthétiser. Et donc je vais le synthétiser là présentement. Ça a trait à ma version personnelle de ce qui est appelé aujourd'hui communément le lâcher-prise. Donc c'est... Le lâcher-prise, ça m'énerve. Ça m'a toujours énervé. Première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai fait « oh putain, ça m'énerve ». Mais bon, après de là à expliquer pourquoi ça t'énerve, il y a tout un parcours. Et dans la vidéo que j'avais adressée à François, j'essayais de lui expliquer que tu pouvais pas décider quoi que ce soit, mais qu'en même temps, fallait bien décider quelque chose. Et ça, c'est l'éternel débat, l'éternel sujet sur lequel débattent des milliards de personnes. Le libre arbitre, hein? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Au shot l'arbitre? Est-ce que on peut prendre des décisions? Les spirituels te disent non, le libre arbitre n'existe pas, tout est illusion. Et plus tu forces, plus tu es dans la résistance, et moins tu peux accueillir le plan que l'univers a prévu pour toi. Ce genre de truc là, d'enfumage. Et je lui disais, tu peux pas demander à ton esprit telle ou telle chose. Et je fais référence à l'extrait de la vidéo que j'avais retiré où Alexandra gueulait dans sa bagnole en disant je veux que mon esprit merde, qu'est-ce qu'elle disait, descende dans mon corps, ou je sais plus, un truc comme ça. Et donc ce terme esprit désigne en fait la conscience, hein, tout simplement. Sauf que c'est un terme qui était utilisé dans le passé, quand le mot conscience n'existait pas encore, qui est relatif en fait à une littérature type ésotérique, spirituelle, qu'on peut retrouver dans les écrits par exemple de Sri Aurobindo ou de tous ces ou de même de Nietzsche, mais tout comme le mot âme était utilisé dans le passé pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient, mais c'est la même chose. Et comme quand on a été influencé par certaines lectures et certaines écoutes, comme par exemple Bernard de Montréal, bon bah forcément on va réutiliser un vocabulaire issu de cette littérature-là, mais en fait c'est pour désigner la conscience. Et moi, à l'époque, avant de commencer à parler, j'étais influencée, non pas par... Enfin, j'étais influencée par les auteurs que j'avais lus, mais surtout par les représentations que je me faisais des choses.
c'est-à-dire par la représentation que je me faisais de l'esprit, donc à savoir de la conscience. Et dans mes représentations, eh bien, j'imaginais qu'il y avait une sorte de double, parce que c'est aussi un terme qui est utilisé, un outil conceptuel qui est utilisé dans le métalangage supramental, un double avec lequel j'allais pouvoir fusionner et qui allait me permettre d'avoir une supraconscience, c'est-à-dire, pourquoi il y a ce terme qui est utilisé, supraconscience, pour désigner en fait une intelligence supérieure permettant de percevoir et de comprendre depuis un point de vue qui est extérieur à ta situation. C'est-à-dire, en gros, un super observateur ou un super cerveau, une super intelligence qui comprend ce qui a besoin d'être compris ou qui te donne les réponses à tes questions et à tes problèmes parce qu'il est situé en dehors et qu'il n'est pas impacté par la souffrance qui crée des perturbations et qui voit mieux que tes yeux de chair ou qui perçoit mieux ou de manière amplifiée que tes 5 sens. Donc, j'imaginais qu'il y avait une sorte de deuxième moi, vachement plus intelligent, vachement plus intelligent, qui m'attendait quelque part en haut et que en lui parlant, j'allais le faire arriver à moi. Et en fait, ces représentations, elles sont à la fois très naïves et en même temps très justes, tout en étant totalement fausses, parce qu'il n'y a pas de double nulle part, mais le fait d'y croire, eh bien, ça finit par le rendre réel, ce truc. Et à force de croire que tu peux être plus intelligent que ce que tu es maintenant, bah tu finis par l'être. Donc finalement, c'est une bonne croyance de croire qu'on peut être plus intelligent que ce qu'on est maintenant. Et dans l'extrait, je disais à François, le plus important, c'est de s'élever de cette condition. Et aujourd'hui, je dirais que le plus important, c'est pas de s'élever, c'est de s'ériger. C'est-à-dire que, comme une érection, tant qu'on est embourbé dans notre inertie, dans nos problèmes, dans notre routine, dans notre anesthésie, bah, c'est comme si on était un sexe au repos, tout avachi. Et l'intelligence ou la conscience, en fait, c'est comme un phénomène d'érection où tu te dresses, tu t'élèves pas. C'est là que les spirituels, ils se plantent parce qu'eux, ils sont encore avachis. Ils croient qu'il faut monter dans les airs. Non, il faut s'ériger, il faut se tendre. Il faut tendre son esprit ou tendre sa conscience. D'où l'importance d'être vivace. D'où le lien à l'électricité, qui est encore qui est en fait qui est en fait la représentation de l'énergie qui est présente en toute chose. Le chi, l'énergie, le chi, l'électricité, c'est tout pareil. Et donc je lui disais, tu peux pas commander ton esprit, parce que il avait fait dans cette vidéo, il voulait commander à son esprit, maintenant je veux avoir les réponses, je veux comprendre ce que cela signifie. Et je disais non, tu peux pas, parce que
tu demandes comme un enfant capricieux qui fait son caprice. Et ça fonctionne pas comme ça. Mais je lui disais, tu peux pas lui demander au début, mais il faut quand même lui demander. Mais c'était pas clair ce que je disais. Et par rapport au lâcher-prise, le lâcher-prise, j'ai jamais trop compris ce que ça signifiait vraiment. Mais parce que, en fait, le terme n'est pas adapté. Il faut formuler non pas ce que tu voudrais comprendre, ou non pas ce que tu désirerais comprendre, mais ce que tu as besoin de comprendre. C'est ça qui me manquait à l'époque. C'est de comprendre l'importance dans ce qui est formulé du besoin. Quand les gens prient pour que leur vie s'améliore, pour guérir des maladies, pour avoir de l'argent, ils prient parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils ont besoin. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand les demandes ne sont pas formulées depuis le besoin, mais depuis la peur, depuis les envies, tout ce qui est pas réel, en fait, tout ce qui est passager, tout ce qui est passager. Un désir, c'est passager. Une peur, c'est passager. Un besoin, c'est pas passager. Un besoin, c'est ce qui t'habitera toute ta vie. Le besoin de manger, tu seras habité toute ta vie par le besoin de manger. Le besoin de dormir, le besoin de parler, bon celui-là je le connais bien, le besoin d'expression, le besoin d'art, c'est-à-dire de catharsis, de transformation dans l'expression, ça c'est un besoin. Et quand tu vas cueillir ou cueillir en fait le besoin qui se cache derrière le désir ou la peur, alors tu as un bon indicateur du chemin à suivre. Et c'est à partir de là que la vie peut s'organiser. Donc, quand tu formules le besoin, il y a une impulsion qui est posée. Il y a une impulsion, donc une tension. Puis ensuite, une extension, donc un lâcher-prise. Mais pour qu'il puisse y avoir un lâcher-prise, il faut qu'à un moment donné, il y ait une impulsion. C'est ça la dynamique. Tant qu'il n'y a pas de dynamique, il ne se passe rien. Dans le lâcher-prise, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas de dynamique, parce qu'il n'y a pas de contre-mouvement au mouvement. Si tu lâches prise, il n'y a pas de mouvement. Il y a juste un relâchement. Pour qu'il puisse y avoir une dynamique dans ta vie, il doit y avoir deux actions de nature opposée. Une tension et ensuite une extension. Flexion, extension, le planter du bâton, c'est ça. C'est la dynamique pour tourner en ski. En équitation classique, la manière dont le corps se positionne sur le cheval, les jambes, comment les rênes sont tendues, et ben ça fonctionne pareil. C'est toujours une tension-extension en même temps. Par exemple, si tu es sur un cheval et que tu es complètement détendu et qu'il n'y a pas une légère tension qui est liée au fait que tu es présent, le cheval va le sentir et en fait il va en profiter pour, s'il a envie de te faire chier, te foutre par terre. Mais si il sent la présence au travers de la tension dans tes jambes, il sait que tu es sur lui. Et à partir du moindre mouvement, tu peux commander lui un mouvement sur le cheval. Et la vie, enfin, moi je vois vraiment la vie comme ça. C'est comme de l'équitation. C'est toujours comme ça. Moi, mes journées, c'est comme ça. C'est une alternance entre tension et extension tout le temps. Je mets des impulsions. Bon, c'est comme l'acte sexuel, au final. Et ensuite, un relâchement. Mais le problème aussi dans
dans nos sociétés, c'est que les gens sont en impulsion permanente et n'arrivent pas à faire la détente. Et donc du coup ils se disent il faut que je me détende. Et alors après ils se détendent complètement, mais ils mettent plus du tout d'intention ou d'impulsion. Ils n'arrivent pas à faire les deux en même temps. Ils se disent ah non, faut pas de tension, que du relâchement. Ben non, il faut les deux en même temps. Et quand ils se remettent dans le jus, ils sont que dans l'impulsion et la tension. Ils n'arrivent pas donc à allier tension détente. Donc le lâcher prise, c'est de la merde. Il faudrait plutôt parler de tension extension ou tension détente. Et pour qu'un mouvement fonctionne, et pour que quelque chose se réalise réellement dans la matière, faut pouvoir alterner entre ces deux, savoir, surtout quand on réalise quelque chose tout seul, quand on n'a pas de cadre et qu'on est tout seul, qu'on n'a personne pour poser les moments de travail et de non-travail, il faut pouvoir se poser, en fait, ce cadre soi-même, savoir quand mettre l'impulsion et savoir quand relâcher. Et voilà. Bon, bah c'est tout. Donc, le libre arbitre, est-ce qu'on a ou pas un libre arbitre ? Il y a des questions comme ça, philosophiques, qui n'ont absolument mais aucun intérêt. Qui sont les produits des élucubrations des gens qui s'ennuient. Parce que quand tu t'exprimes depuis ton être, depuis l'intérieur de toi, et que tu sens que tu es présent à toi-même, là je sens que je suis présente à moi-même quand je parle, que j'ai même pas besoin d'y réfléchir parce que je m'entends en même temps que je parle. J'ai plus de place pour ce genre de questions inutiles. Il n'y a plus de place pour ça. C'est quand je fais exprès d'y penser parce que je sais que je fais une vidéo et que j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de me marrer, je me marre intérieurement des gens qui parlent de ça. Je vois des snobs, comme j'en ai vu, des fois juste pour m'énerver le matin, pour m'ambiancer. Je regarde des petits Playmobil qui font des débats sur des émissions de télé. L'astrophysicien, tu sais, qui vient te parler d'écologie. Il te parle d'écologie sur un plateau télé, qui est vraiment l'anti-écologie. Le truc qui consomme le plus d'électricité, qui fonctionne à la 5G, 6G, 7G, mais c'est pas un problème. Il te dit que voilà, il n'y a pas de problème pour lui, tu vois. Tout peut fonctionner ensemble. Oui, je peux te parler d'écologie, je peux te parler d'extinction de masse, mais je peux te parler aussi de littérature, je peux te parler aussi de bossa nova. Mais oui! Et puis, tu vois, le réchauffement climatique, c'est grave, il va faire chaud. Mais en même temps, moi, je suis tellement sexy, avec mon style de rockstar, que je vais faire mouiller les nanas dans leurs culottes. Et quelque part, je vais lutter contre le réchauffement climatique en faisant mouiller les nanas. Quand je vois le sketch que c'est quand le personnage il raconte son histoire pour remplir le vide. Ben merde, il n'y a pas de conclusion à la phrase. Tout à l'heure avec François, on discutait rapidos parce que on s'est dit qu'on ferait un dialogue, enfin plutôt un trialogue à 3, qu'on rendrait public pour parler de la parole. Oui, parler de la parole. On parlait du fait que il y a ce besoin dans l'humain d'aider son prochain, et que c'est pas juste un truc chrétien,
mais de se rendre utile, c'est essentiel pour son équilibre, à la fois de se rendre utile et puis aussi de faire des choses inutiles et des trucs à la con. Les deux sont importants. En fait, ça participe aussi de cette dynamique, de cet équilibre. Et François me disait qu'il ne veut pas aider les gens pour porter leurs problèmes à leur place et que ça le fait chier d'être une personne qui aide. Comment en fait concilier le besoin de se rendre utile sans être une personne qui aide et qui porte le truc des autres. Et en plus, personne n'aime se faire porter ses valises à sa place. Moi, quand j'avais travaillé dans une clinique pour personnes âgées, en général, les personnes âgées n'aimaient pas qu'on fasse leur truc à leur place. C'est une atteinte à la dignité, enfin, sauf quand elles pouvaient vraiment pas le faire. Mais dans la plupart des cas, s'ils pouvaient le faire, elles n'aimaient pas qu'on leur fasse. Et le problème avec ce qui a trait à l'aide ou à l'accompagnement en général, c'est encore une fois les représentations qu'on se fait de l'aide ou de l'accompagnement, qui sont forcément obsolètes, puisque c'est des représentations qui sont déjà préfaites en nous. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait expliquer. Moi, parce que j'ai eu besoin de comprendre beaucoup de choses. J'ai eu ce besoin. Donc, je croyais que pour aider, il fallait que j'explique. Par exemple, que j'explique à mon amie qui me dit qu'elle a un problème qui se présente dans sa vie et que c'est toujours le même, que je lui explique pourquoi le problème se reproduisait et que le simple fait qu'elle comprenne l'origine du problème allait suffire à résoudre le problème. Et en fait, pas du tout. Encore une fois, il y a plein de gens qui comprennent l'origine de leur problème et pour autant, ça ne change rien. Parce que, en fait, pour qu'il puisse y avoir un mouvement et qu'il puisse y avoir de la nouveauté qui arrive, donc des résolutions, eh bien, il faut que ça vienne depuis l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut que l'être soit activé, qu'il y ait quelque chose depuis l'intérieur, une dynamique intérieure qui soit activée. Et j'ai compris, avec le temps, que la parole, dès lors qu'elle était fréquencée sur la sincérité, ça veut dire que dès lors que tu avais un dialogue sincère avec quelqu'un, eh bien, tu activais, enfin, le dialogue lui-même activait un processus interne chez la personne depuis l'intérieur de son être. Donc, à condition que la personne parle aussi, c'est-à-dire parle aussi avec sincérité. Et que, dans certaines situations, c'est plus facile quand il y a un dialogue, parce que parler tout seul, c'est difficile. Mais dans le dialogue, eh bien, donc d'être à être, l'être est activé et à partir de là, la dynamique, le mouvement intérieur s'active et la personne commence à trouver les solutions par elle-même et à donc amener du nouveau dans sa vie, sortir de son inertie et commence à trouver un sens à la vie et à ce qu'elle fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc de fou dans tellement de milieux différents, de domaines différents, énormément de personnes vivent des situations comme ça de perte de sens. C'est vraiment un phénomène global qui s'est amplifié depuis la période du confinement, où il y a une perte de sens, mais quasiment omniprésente, qui se manifeste par le fait que les gens n'ont plus d'énergie, n'ont plus d'envie, sont gavés, sont saoulés. Mais c'est un truc de fou, c'est partout ça. Et ce qui est incroyable en contrepartie, c'est dès lors que tu parles avec sincérité. Donc certains diront parler avec son cœur. Bon, parler avec son cœur, pour moi le cœur ça parle pas, le cœur ça fait pour battre et faire circuler le sang.
C'est vrai que des fois, je suis un peu terre à terre, mais pour moi, c'est pas parler avec son cœur, c'est parler avec son être. C'est pas pareil. Et l'être, c'est ce qui s'oppose au paraître. Ou au personnage et à l'artifice. Donc, à partir du moment où tu as un dialogue avec l'être, il se passe quelque chose. Déjà, il se passe quelque chose dans l'échange. Et ensuite, quelque chose est activé. Et il va se passer des choses dans la vie de cette personne. Mais en aucun cas, il y aura une personne qui aura aidé une autre personne. Parce que pour que ce dialogue et donc cette activation de l'être se fasse, il faut qu'il y ait une syntonisation, donc que les deux personnes soient à égalité. Non pas à égalité, égalité au niveau vibratoire. Donc trouve une fréquence commune. Et ça peut des fois prendre un peu de temps en fonction en fonction de plein de situations, plein de paramètres. Mais quand la fréquence est chopée et bonne, alors c'est bon. Donc voilà, en fait, on a des représentations qui sont complètement obsolètes par rapport à ce que devrait être à la fois l'action ou la non-action, parce qu'il faut une alliance des deux, il faut une impulsion et une détente, et qu'une impulsion soit formulée depuis un besoin, et non pas un désir ou une ambition, mais un besoin réel. Et on a des représentations obsolètes par rapport à ce qu'on se fait de l'accompagnement ou de l'aide, où il faudrait qu'il y ait d'un côté quelqu'un qui est là pour aider, et de l'autre, quelqu'un qui se fait aider. Non. Il faut deux individus qui dialoguent depuis leur être. Et au final, peu importe le sujet de la conversation. Et ça, j'ai mis 3 ans à le comprendre. 3 ans à comprendre. Donc 3 ans à déconstruire mes représentations. Surtout 3 ans de... En fait, c'est surtout... Le travail, c'est surtout... Le travail qui se fait dans un processus d'individualisation ou de reconnexion avec soi, c'est surtout un travail de déconstruction. Plus que d'intégration, de compréhension. Quand le travail commence réellement. Parce que tant que le travail ne commence pas, enfin tant que tu n'es pas prêt, tu crois qu'il faut que tu comprennes et que tu intègres. Mais quand le travail commence réellement, c'est surtout et avant tout un travail de déconstruction qui va permettre de laisser place à ce que tu as réellement besoin d'exprimer. Et c'est l'expression qui libère, c'est l'expression qui transforme. C'est l'expression qui guérit, c'est l'expression qui émancipe. Et à l'inverse, c'est la non-expression qui coupe de soi. Ou c'est l'expression artificielle qui entretient la folie, à savoir l'orgueil, le personnage, le paraître, l'artifice. C'est ça la folie. La coupure d'avec soi-même. L'expression, le cri, les pleurs, c'est pas de la folie, c'est de l'expression. Mais c'est bien souvent qualifié de folie pour les personnes qui sont tellement coupées d'elles-mêmes qu'elles ne savent plus ce que c'est que de s'exprimer naturellement et spontanément. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo.